Bonjour à tous, donc bienvenue à ce webinaire Calliope, le dernier de l'année 2022. Nous avons Marc Verger qui est à distance, hein, il fait tout aujourd'hui, il était en audit et maintenant il anime un webinaire. C'est ça, Marc? Eh oui, c'est bien ça. Bonjour à toutes et à tous. En direct de Ploufragan, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à côté de Saint-Brieuc, chez nos amis bretons. Une bien belle ville, j'espère. Oui, 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 très sympa. Et donc, présentation des intervenants. Alors, c'est les mêmes que d'habitude, n'est-ce pas, Marc? Eh oui, oui, donc je vais te laisser commencer, hein, honneur aux jeunes. Avec plaisir. Donc, Raphaël, 2 années d'expérience en tant qu'auditeur et chargé de mission SMQ à l'ISQ certification désormais. Une petite modification dont on vous parlera un peu plus en détail à la fin du webinaire. Mais voilà, je suis là en tant que SMQ, vérifier que nos process respectent bien les codes du COFRAC, car nous sommes nous-mêmes audités par le COFRAC pour attribuer les certificats Calliope. Donc voilà, mes missions consistent à vérifier que tout se passe bien à l'ISQ. Parfait, donc complété par, toujours pareil, hein, donc oui, Marc Verger, toujours auditeur, toujours aussi en charge des opérations du développement, AISQ certification, donc oui, on vous donnera des infos en fin de webinaire sur l'évolution de la structure ISQ et on va avoir un certain nombre d'éléments également à regarder en amont, un petit peu d'actualité sur la formation, un retour quand même à minima sur audit de surveillance et l'utilisation du logo, car les audits de surveillance nous montrent qu'il est bon de rappeler ce qui est important plus d'une fois. Et enfin, on fera aussi un petit focus rapide, ce sera une transition sur 2023, sur ce qu'il va en fait se profiler à l'horizon, à savoir l'audit de renouvellement. Et donc, partie actualité, comme tu as dit, Marc, alors une petite loi qui concerne la fraude au CPF. Voilà, bah oui, je pense que comme beaucoup, hein, nous avons été sollicités par téléphone, par appel téléphonique, SMS, voire aussi des mails. Donc, il est vrai qu'il y avait eu un dépôt, hein, au Parlement le 23 août. Il y a une adoption qui a été réalisée le 8 décembre. On attend la promulgation. En sachant que pour le CPF, il y a d'autres évolutions qui vont arriver. On peut supposer que le premier semestre devrait être 2023, devrait être chargé en évolution réglementaire. Il y aura entre autres la notion du reste à charge et on y reviendra bien évidemment l'année prochaine. Et la réforme de la VAE, il y a des nouveautés également. Alors, là aussi, alors c'est vrai que beaucoup de textes, mais pour la faire très courte, je crois qu'il y a une volonté claire, en fait, ici du gouvernement, de booster la VAE. Donc, c'est vrai qu'on est à peu près 30 000 aujourd'hui, des objectifs annoncés atteindre pas loin de 100 000 VAE. Donc, j'imagine que les prestataires certifiés sur la catégorie VAE sont ravis. Peut-être que ça va aussi attiser les appétits d'autres prestataires. Donc là aussi, à voir un petit peu ce qui va ressortir une fois que tous les textes seront promulgués, qu'il y aura cette mise en œuvre. Et après, en tant que certificateur, à voir comment ces évolutions pourraient avoir un impact sur le référentiel en lien avec la catégorie VAE. Et ensuite également une nouveauté concernant le HCRS. Oui, alors là aussi, c'est tout chaud, hein. Il y a eu un communiqué de presse effectué le 7 décembre dernier, donc on voit quand même c'est tout frais, où on nous dit que eh bien, ceux qui bénéficieraient de cette évaluation HCRS pourraient demain en fait, bénéficier de la certification Calliope. Donc là aussi, on va déjà en fait, attendre autre chose que simplement le communiqué de presse. Et après, je pense que les établissements devront être vigilants pour savoir si l'ensemble des financeurs publics vont bien appréhender cette évolution, si elle est confirmée. Très bien, merci Marc. Et un message de la DGEFP du début du mois de décembre que tu souhaitais partager, n'est-ce pas? Oui, alors c'est vrai que nous sommes en relation avec la DGEFP, hein, pour des points de clarification et ils peuvent aussi nous partager un certain nombre d'éléments. Donc tout le monde sait que Certif 21, en fait, s'est vu refuser l'accréditation. Donc Certif 21 était le dernier des 34 à l'époque certificateurs Calliope. Donc le COFRAC lui a refusé son accréditation. Et nous savions qu'il y avait un certain temps pour tous les certifiés par Certif 21 pour solliciter un transfert de certification vers un autre certificateur.
Et la DGEFP nous a dit que, eh bien, il fallait que ce soit réalisé dans les conditions précisées par l'article 7 de l'arrêté du 6 juin et que désormais, eh bien, tous les certifiés Certif 21 qui n'ont pas demandé à ce jour un transfert ne peuvent plus le faire auprès des 33 certificateurs qui sont encore cofraqués, qui bénéficient toujours de cette accréditation. Donc, voici une information, j'irais, directe depuis le ministère du Travail. Et concernant la désinformation, les fake news, si je puis dire. Oui, les fake news, c'est vrai. Alors, c'est vrai que j'ai fait un post sur LinkedIn un dimanche matin, j'ai découvert qu'un accompagnateur Calliope avait déjà 100% de taux de réussite dans l'accompagnement à l'audit de renouvellement. Donc, je me suis dit, c'est mieux que Garcimore ou c'est mieux que je ne sais quel autre magicien, on ne va pas jouer Macron, puisqu'en fait, aucun audit de renouvellement n'a été mené en France et il n'y en aura aucun, je pense, avant le mois de juillet ou juin, au mieux l'année prochaine. Donc, parfait, il y en a qui sont exceptionnels. Et un peu dans les mêmes fake news, cette fois-ci, qui sont des questions remontées de nos certifiés. On entend dire que si je n'ai pas réalisé d'accompagnement VAE, je vais perdre ma certification et ou mon NDA. Alors, en fait, il ne faut pas… Attention, il n'y a aucun texte qui précise que le fait de ne pas avoir fait de VAE, si vous êtes certifié sur la catégorie d'action VAE depuis l'audit initial, ferait que vous perdiez votre certification. Il n'y a que votre certificateur qui pourrait vous la retirer. Maintenant, est-ce que vous pourriez… Il n'y a pas plus de textes qui disent que vous risquez de perdre votre NDA si vous n'avez pas fait de VAE, sauf à ce que la VAE soit votre seule activité, auquel cas un BPF à 0, bien évidemment, entraîne la caducité du numéro de déclaration d'activité. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Il y a quelquefois des raccourcis qui peuvent prêter à confusion lorsqu'on écoute ou on lit un petit peu trop de choses sur Internet. Donc, voilà, ça complétait ce que tu viens de dire. On va passer à la slide suivante et démarrer la partie qui concerne l'audit de surveillance et l'utilisation du logo Calliope. Alors, Marc, oui. À qui s'adresse cette seconde partie de webinaire? Alors, toujours pareil, l'audit de surveillance, c'est vrai qu'on a beaucoup traité et je pense qu'à partir de l'année prochaine, on vous communiquera très, très vite le calendrier des webinaires. On va bien sûr diminuer, en tous les cas, l'importance accordée à l'audit de surveillance pour commencer un vrai focus sur l'audit de renouvellement. Même si on en parle un tout petit peu tout à l'heure, clairement, l'audit de surveillance s'adresse plus particulièrement à ceux qui sont programmés. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une très, très grosse activité là sur la fin d'année, mais également sur le premier trimestre 2023. Donc, je pense que de très nombreux organismes doivent être en train de se préparer. Et cet audit de surveillance, il est plus facile ou plus difficile que l'audit initial? Attention, pas avoir d'excès de confiance en soi. Ce n'est pas parce qu'on est certifié qu'il ne faut pas se préparer. Donc, ce n'est pas parce que j'ai obtenu la certification que tout est gagné. Il faut démontrer dans le cadre de l'audit de surveillance que l'on a continué à mettre en œuvre l'ensemble des processus qui vous ont permis d'obtenir la certification lors de l'audit initial. Attention aussi, il y a un certain nombre d'indicateurs qui vont être audités pour la première fois et ceci concerne les prestataires qui ont bénéficié d'un audit aménagé lors de l'audit initial et ou également les nouveaux entrants, puisque certains indicateurs pour les nouveaux entrants à l'audit initial n'étaient pas audités, comme le 22 ou le 32. Gardons à l'esprit aussi que les auditeurs maîtrisent mieux le référentiel et les attendus. On a pu observer quand même que certains prestataires n'avaient pas forcément pris connaissance de la dernière version du guide de lecture, quand bien même elle date depuis un certain temps. Donc, si vous êtes toujours sur la V6 ou la V5, vous risquez d'avoir des difficultés à démontrer votre veille légale et réglementaire en lien avec l'indicateur 23, bien évidemment. Et autre point important, et on y reviendra, l'impact de la durée souvent réduite de l'audit de surveillance qui peut avoir un impact, bien évidemment. Et puis aussi quelques risques techniques avec des audits qui doivent être réalisés à distance. Et là aussi, on reviendra sur des précisions du ministère et ou de la DGEFP un peu plus tard. Et si je souhaite réaliser un audit d'extension, est-il plus judicieux de le faire avant ou après l'audit de surveillance? Alors, en fait, si tu mets même la deuxième partie du slide, on ne va pas s'appesantir en fait, là-dessus. Le message que l'on veut faire passer pour ceux qui récupéreraient ce support, puisqu'il y a bien sûr un replay et une diffusion du support qui va avoir lieu.
Ce qui est important, c'est que pour toute demande d'extension et ou mise en œuvre aussi de l'audit de surveillance, le mieux est de vous rapprocher de votre certificateur pour essayer d'appréhender quel est le meilleur timing pour que, éventuellement, vous ayez peut-être une durée qui soit plus modérée en fonction de l'option que vous allez choisir. Très souvent, il est vrai qu'il est recommandé de faire l'audit de surveillance avant l'audit d'extension de catégorie, par exemple, mais là aussi, réponse au cas par cas, donc toujours le même message. Lorsque votre périmètre va changer, extension de site, extension de catégorie, ne partez pas à la fleur au fusil, rapprochez-vous de votre certificateur qui sera là pour vous préciser concrètement ce qu'il risque de se passer, quelle sera la durée ou quelle serait la durée des audits. Très bien, merci Marc pour ces précisions. Et alors, quand est le plus judicieux de programmer cet audit de surveillance? Alors déjà, on rappelle simplement que nous avons deux timings, tous les certifiés 2019-2020 qui ont 4 ans de certification avec un délai de programmation de la surveillance entre le 14e et le 28e, alors que tous les deux certifiés 2021, et ça va être le cas pour les 22 et les suivants, on est revenu à la loi initiale avec un audit de surveillance à programmer entre le 14e et le 22e mois. Très bien, et donc il y a une petite gymnastique avec l'audit de renouvellement, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les prestataires qui bénéficient de 4 ans de certification, quand bien même ils attendent le dernier moment pour programmer leur audit de surveillance, devraient quand même normalement être tranquilles pendant à peu près 17 mois avant de programmer l'audit de renouvellement. Et on voit que de très nombreux prestataires ont attendu et ou attendent la dernière minute pour programmer l'audit de surveillance. Alors, certes, ça peut être tout à fait tenable si on a 4 ans. Maintenant, pour les certifiés 2022 qui n'ont que 3 ans de certification, en attendant le 22e mois pour programmer l'audit de surveillance, eh bien, en fait, ça va les conduire à devoir mener de front en 11 mois, donc en moins d'un an, 2 audits, l'audit de surveillance et l'audit de renouvellement. Donc, tout repousser la dernière minute n'est peut-être pas forcément la bonne alternative. Et après, bien évidemment, tout le monde est libre de choisir le bon timing. Merci Marc. Et donc, quel est le processus de cet audit de surveillance? Le processus est très proche en fait de ce que nous avons pu développer lors de l'audit initial, les audits d'extension. Par contre, il est vrai que généralement, enfin en tous les cas pour l'ISQ, nous allons solliciter en amont les prestataires qui souhaitent programmer leur audit de surveillance sur un certain nombre d'évolutions. On va conduire une analyse de risque. L'auditeur va bien évidemment prendre en compte les évolutions du prestataire. Typiquement, il proposait des prestations conduisant un titre RNCP, ne le fait plus, donc il y a des indicateurs qui ne seront plus audités. Et en fonction de cette analyse, il y aura un plan d'audit qui sera soumis 15 jours, 3 semaines avant l'audit. Et après, l'audit de surveillance va se dérouler dans les mêmes, je dirais, en tous les cas, dans le même état d'esprit et la même forme que l'audit initial. Et quelles sont les modalités de réalisation de cet audit? Alors, on rappelle la loi initiale. Audit initial, présentiel, audit de surveillance à distance. Maintenant, il est vrai qu'il y a eu un inversement, à savoir qu'avec la crise sanitaire, on a eu des dérogations pour réaliser l'audit initial à distance et de fait, l'audit de surveillance devait être en présentiel. Donc, en gros, il faut l'un ou l'autre, mais il faut au moins un présentiel. Est-il possible de choisir la modalité de réalisation? Alors, c'est une question qui revient très fréquemment car nous savons que certains certificateurs ont des pratiques un petit peu hétérogènes. Simplement, la réponse qu'a apportée la DGEFP est la suivante, c'est que nous sommes tenus de respecter l'article 2 de l'arrêté du 6 juin qui précise que si l'audit initial a été réalisé en présentiel, l'audit de surveillance doit être réalisé à distance, sauf à ce qu'il y ait eu des signalements conformes aux règles de réclamation définies par l'organisme certificateur et où, en fonction des résultats d'une analyse de risque issue de l'audit précédent, il est vrai qu'à l'ISQ, nous avons défini dans notre règlement de certification qu'au-delà de X non-conformités majeures constatées lors de l'audit initial, eh bien, l'audit de surveillance serait
de toute façon imposé en présentiel. Maintenant, l'autre raison qui est évoquée par le texte, à savoir l'article 2, c'est que pour les organismes multisites, l'échantillonnage sur un ou plusieurs sites à l'initiative de l'organisme certificateur en fonction de 2 cas précités. Normalement, la faible digitalisation des organismes prestataires ne peut pas entrer en ligne de compte pour pouvoir proposer un audit en présentiel. Et en tous les cas, la DGEFP a confirmé que ce n'est pas aux prestataires de choisir et les textes de loi sont là pour nous dire ce qu'il faut faire. Très bien. Merci Marc pour ces précisions quant à la position de l'ISQ sur ce sujet. Et la durée de l'audit, comment je peux la connaître, mon audit de surveillance? En fait, ce qu'on dit, un périmètre constant, en gros, votre périmètre, c'est le même, que ce soit en termes de site ou en termes de catégorie d'action certifiée, le même que lors de l'audit initial. Eh bien, la durée vous a été proposée et précisée lors de votre demande de contractualisation. Il y avait une ligne pour l'audit initial et une ligne pour l'audit de surveillance. Nous rappelons ici qu'une évolution de votre chiffre d'affaires, qu'elle soit à la hausse ou à la baisse, n'est pas prise en compte, puisque dans le question-réponse qui date de l'année 2020, question 2.5, on nous précise, ou dans la réponse à la question 2.7, pardon, on nous dit bien que l'organisme certificateur n'a pas à solliciter la transmission d'un nouveau BPF pour recalculer en fait la durée en fonction du chiffre d'affaires sur l'audit de surveillance. Donc, pour ceux qui ont une augmentation, tant mieux pour eux, la durée n'augmentera pas. Et ceux qui auraient connu une baisse de chiffre d'affaires conséquente ne connaîtront pas pour autant une diminution de la durée. Très bien. Et pour les multisites, combien de sites vont être audités lors de l'audit de surveillance? Combien de sites? Eh bien, en fait, on s'est arrêté aujourd'hui à un site. Et il y a toujours des exceptions, restons français. Il se peut que sur un multisite qui soit multicatégorie, on ne puisse pas trouver un site qui n'ait pas été audité, qui ait toutes les catégories d'actions. Donc, on est bien là pour auditer toutes les catégories d'actions lors de l'audit de surveillance. Donc, il se peut qu'on soit amené à choisir 2 sites en fonction des catégories présentes sur chacun des sites du prestataire. Très bien. Et si entre mon audit initial et mon audit de surveillance, j'ai réalisé une extension de site ou de catégorie, quelle est la différence sur ma durée? En fait, pour les extensions de sites, il ne devrait pas y avoir normalement de majoration de la durée de l'audit de surveillance. Par contre, une extension de catégorie fera forcément que l'audit de surveillance sera plus long que ce qu'il avait été initialement envisagé lors de la contractualisation. Très bien. Et qui va venir nous auditer alors? Bien, alors, c'est vrai qu'on a toujours souhaité, en tous les cas, initialement, il y a un an, on disait, tiens, on va reprendre les mêmes auditeurs et on s'est aperçu, bien, à l'épreuve de la réalité des faits, que ce n'est pas toujours possible. Alors, d'une part, certains ne sont plus en activité. J'espère qu'ils coulent une douce et agréable retraite. Certains auditeurs qui avaient réalisé les audits initiaux à distance eh bien, n'avaient peut-être pas été choisis en fonction de leur localisation géographique. Et il est vrai que demander à un Marseillais d'aller auditer un prestataire en présentiel à Lille sur une demi-journée, clairement, économiquement, ça ne tient pas. Et puis, il se peut aussi que l'ISQ prenne le parti de changer d'auditeur ou de solliciter un auditeur en particulier. Puis après, il y a aussi une forte question de disponibilité des auditeurs. Voilà. Donc, c'est vrai que ce ne sera pas toujours, loin de là, l'auditeur qui était là lors du premier audit. C'est ça. Sur le papier, c'était une bonne idée, mais sur le terrain, c'est autre chose. Certes. Et que va-t-on nous demander en amont de notre audit de surveillance? En fait, ce qui est important, c'est que le certificateur et surtout l'auditeur doivent bien appréhender quelles sont les évolutions majeures qu'a pu connaître le prestataire entre l'audit initial et l'audit de surveillance. Il y a peut-être eu des évolutions juridiques. Certes, normalement, ça ne devrait pas avoir d'impact de quelque nature que ce soit sur Calliope, et c'est bon de le savoir. Il y a peut-être eu des évolutions organisationnelles. Donc là, peut-être que maintenant, le prestataire fait appel à la sous-traitance et qu'il ne le faisait pas avant. Ah, tiens, eh bien là, on vient de gagner un indicateur, le 27. On ne l'avait pas audité lors de l'audit initial. Peut-être qu'il y a également nécessité d'observer des plateaux techniques des locaux. Donc là, ça fait quand même référence à un indicateur qui est le 17 sur la mise à disposition de moyens. Il y a peut-être des évolutions au niveau des ressources humaines. Et là, on va avoir plusieurs indicateurs. Le 18, ça va être le 21, le 22, peut-être même le 27. Donc, il y a beaucoup de choses.
Évolution du chiffre d'affaires, mise à disposition ou préparation de titres RNCP de certification, donc au RNCP, qui n'était pas le cas avant. Eh bien, là aussi, on va gagner ou perdre des indicateurs le 3, le 7, le 16. Et sur une grosse évolution de chiffre d'affaires, surtout à la hausse, l'auditeur sera peut-être encore plus vigilant en essayant de comprendre comment l'organisme, face à une hausse significative de son chiffre d'affaires, a pu maintenir les process qu'il faisait avec un chiffre d'affaires bien moins important. Mhm. Alors, plutôt, tu disais que la durée allait être raccourcie par rapport à l'audit initial. Peux-tu nous en dire plus? Bah oui, parce qu'en fait, audit initial, mis à part les aménagés, en fait, il y avait trois strates de chiffre d'affaires, hein, les moins de 150 000 euros, les 150, 750 000 et les plus de 750 000. Clairement, ici, ce que l'on peut voir, c'est qu'on a regroupé, en tous les cas, le gouvernement a regroupé les deux premières lignes. Donc, dès lors que vous avez moins de 750 000 euros et que vous êtes certifié uniquement sur la formation et ou la VE et ou le bilan de compétences, donc ça peut aller jusqu'à 3 catégories, c'est une demi-journée. Eh bien, une demi-journée, 3 catégories, c'est 74 indicateurs, c'est 2 minutes 30 par indicateur. Donc, mathématiquement, ça tient. D'un point de vue mise en œuvre opérationnelle pour l'auditeur et l'audité, c'est très, très compliqué. Donc, ce qui veut dire qu'il y a aussi l'impact de la durée, c'est qu'il y a un survol on peut avoir un sentiment de survol des indicateurs, mais ça veut dire aussi et surtout que il est important que le prestataire puisse avoir cette capacité à présenter des éléments de preuve rapidement, parce que sur une demi-journée, on n'a pas le temps d'attendre et de chercher 10 minutes un document. Le temps passe vite. Oui. Et quels seront les éléments audités du coup lors de notre audit de surveillance? Lors de l'audit de surveillance, qu'est-ce qu'on va regarder? Les non-conformités constatées lors de l'audit initial et ou des audits d'extension. Donc, bien évidemment, est-ce que les plans d'action ont été mis en œuvre? Est-ce qu'ils l'ont été réellement? On va bien sûr appréhender vos évolutions, on l'a dit. On va aussi vérifier l'usage de la marque Calliope avec ce fameux logo. C'est une de nos obligations. On va également bien auditer ce qui n'a pas été audité lors de l'audit initial. Et puis, en fait, donc là, une nouvelle fois, ceux qui ont eu un audit aménagé et ou ceux qui ont eu qui était en fait un nouvel entrant lors de l'audit initial. Mais vraiment, observation des non-conformités, observation du logo et s'assurer que tout ce qui vous a permis d'obtenir la certification lors de l'audit initial est toujours mis en œuvre pour vous permettre de bénéficier d'un maintien de votre certification. Merci Marc. Et justement, tu parlais des non-conformités. Quel va être le traitement des non-conformités lors de l'audit de surveillance? Les non-conformités, en fait, le traitement va être exactement le même que celui qui était en vigueur pour les non-conformités constatées à l'issue de l'audit initial. Une non-conformité majeure, 3 mois pour présenter un plan d'action et le mettre en œuvre, décomposé à l'ISQ en 2 plus 1 mois. Et sur une non-conformité mineure, un délai de 1 mois pour présenter un plan d'action correctif, sauf à en avoir 5, et auquel cas ceci est retransformé en non-conformité majeure. Très bien, merci Marc pour ces précisions. Eh oui, alors voilà, donc on a dit qu'on allait vérifier le logo. Eh bien oui, alors le logo, quel logo, Raphaël, et sur quel document pouvons-nous nous baser ou sur quel document est-ce que nos auditeurs peuvent se baser pour la bonne utilisation? Alors, comme tu l'as dit, l'organisme certificateur se doit de vérifier l'usage du logo par ses certifiés. Donc, lors de votre audit de surveillance, l'auditeur, il va se pencher là-dessus, il va vérifier vos supports. On vérifie que vous utilisez le logo conformément à la charte d'usage de la marque de garantie Calliope que vous avez reçue lorsque vous avez été certifié initialement. Alors, cette charte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'il faut utiliser le logo Calliope avec le bandeau République française, celui de droite, qui est en vigueur depuis le 7 septembre 2020. Et qu'utiliser ce logo tout seul ne suffit pas. Il faut utiliser la phrase obligatoire. La certification qualité a été délivrée au titre de la ou des certifications suivantes. Et donc là, vous listez les catégories d'actions pour lesquelles vous avez passé votre certification Calliope. Raphaël, avant que tu tournes la slide, Oui. je fais aussi un petit clin d'œil pour ceux qui suivent LinkedIn ou en tous les cas qui regardent ce que je peux faire, en sachant que je ne parle que de Calliope. Donc, il est vrai qu'un certain nombre d'accompagnateurs
à Calliope qui se targuent ou se vantent d'avoir des taux de réussite d'accompagnement à 100%, valorisent quand même le logo sans la Marianne. Donc, c'est vrai que ça fait juste 2 ans de retard. Après, je ne dirais pas quel est le certificateur Cofraquet parmi les 33 qui utilise aussi le mauvais logo sur son site. Et donc, le logo doit apparaître avec un cartouche blanc. Hein. Vous ne pouvez pas le modifier comme vous le voulez. Il doit apparaître sur un cartouche blanc. Sur le fond, vous pouvez mettre un fond coloré, un fond blanc. Peu importe. L'important, c'est qu'il reste sur ce cartouche, qu'il ne soit pas modifié, pas de changement de couleur, pas de changement de taille, de police. La seule liberté que vous avez, c'est au niveau de la phrase. La certification de qualité a été délivrée au titre de l'un des catégories d'action. Nous avons pris quelques exemples ici que vous pouvez donc utiliser en gros, en gras, en italique, en souligné. La police, il n'y a pas d'obligation. Là-dessus, vous êtes libre de votre créativité. Une seule obligation, c'est que la mention doit être de taille équivalente ou légèrement plus petite que processus certifié, qui est juste ici, là, en dessous du Calliope. Et ensuite, l'utilisation, hein, une question qui revient souvent, où est-ce que j'ai le droit de la poser? Eh bien, vous avez le droit de la poser sur votre site internet, hein, en page d'accueil ou en pied de page, ou dans un onglet dédié, notamment nos certifications, notre démarche qualité. Vous avez le droit de faire apparaître votre logo en mentionnant toujours les catégories d'action. Également sur un catalogue de formation qui reprend toute votre activité. C'est-à-dire un catalogue avec toutes les formations que vous proposez à vos clients. Là-dessus, en première page, vous avez le droit de mettre votre logo Calliope avec les catégories d'action. Également sur des diapos, hein, si vous faites des appels d'offres, notamment un petit diapo, un PPT de présentation là-dessus, vous avez le droit d'utiliser le logo Calliope. Également sur des affiches ou des brochures qui mettent en avant l'organisme et son fonctionnement, mais uniquement l'organisme. Et également sur une signature de mail et une carte de visite. Et ensuite, pour passer au plus fâcheux, ce que vous n'avez pas le droit, c'est d'apposer le logo sur les plaquettes de formation. Notamment, je pense, voilà, vous faites une formation pour prendre la parole en public, notamment, bah, vous n'avez pas le droit de faire apposer le logo Calliope sur cette plaquette de formation. Également sur tous les documents liés à une formation en particulier. Pour reprendre l'exemple de la formation Prendre la parole en public, bah, si vous faites un devis, un contrat ou une feuille de présence, eh bien, vous ne pouvez pas utiliser le logo Calliope là-dessus, car c'est un document qui est lié à cette action-là. Et donc, c'est contre la charte d'usage, et notamment sur du papier en tête également, car tout dépend de ce qu'il va avoir in fine sur ce papier. S'il est vierge, a priori, il n'y a pas de souci, mais si ce papier devient, je pense, à une convocation notamment, et ben là, on se retrouve en infraction par rapport à la charte d'usage Calliope. Et bon, voilà pour la partie logo. Donc, je vais repasser la parole à Marc sur l'audit de renouvellement, qui nous avons identifié que 2024 risque de surchauffe. Oui. Alors, en fait, il y a un double risque de surchauffe, non pas un réchauffement climatique, hein, bien sûr. Alors déjà, nous avons pu observer sur le niveau de programmation des audits de surveillance que le premier trimestre 2023 et a priori le premier semestre 2023 donc, seront très chargés. Ça, c'est le premier point. Après, qu'est-ce qui va se passer en 2024 plus particulièrement? Eh bien, on va basculer sur l'audit de surveillance. On va arriver effectivement au moment de ce renouvellement. C'est-à-dire qu'il y a 2 années de certification qui vont arriver en même temps. On a ceux qui ont 3 ans et ceux qui ont 4 ans. La ligne d'arrivée, c'est 2024 pour les deux. Donc, c'est vrai qu'on va devoir, a priori, certifier en un an 2 années de certifiés, donc tous les 2020 et tous les 2021. Le clonage n'existe pas encore. Non. Et alors, l'anticipation est donc nécessaire pour cet audit de renouvellement? Oui, alors pourquoi est-ce qu'on dit anticipation nécessaire? Juste, on va être très concret sur les audits de renouvellement. A priori, nous allons vous inviter, en tous les cas pour ce qui est de l'ISQ, à programmer votre audit 4 mois, ou peut-être 5, mais en tous les cas, à minima, 4 mois avant la date d'échéance de votre certification. Donc, c'est la date qui figure sur votre certificat.
Pourquoi 4 mois? Eh bien parce qu'en fait, déjà, la loi vous autorise un délai de 3 mois pour corriger les non-conformités majeures. Et nous savons bien que les certificateurs ne vont pas forcément avoir un process de validation tous les jours. Donc, c'est vrai que 4 mois nous semble pertinent. Envisager un audit avant 4 mois, donc 5 ou 6 mois, risque en fait de ne pas forcément être accepté par le COFRAC. Donc, bien évidemment, 4 mois avant. Donc, au moins déjà, bien à l'issue de ce webinaire, vous pourrez savoir exactement à quel moment programmer vos audits de renouvellement, en sachant que nous devrions vous solliciter à peu près 10 mois avant quant à sa programmation et sa contractualisation, bien sûr, en sachant que les premiers audits de renouvellement devraient être diligentés a priori au mois de juillet et ou au mois d'août 2023. Merci Marc pour ces précisions. Ça va arriver bien vite. Oui. Donc, voilà, ça c'est ce que tu as dit plus tôt. Également une augmentation de la durée par rapport à l'audit initial. Alors en fait, il va y avoir un certain nombre d'évolutions ou de changements pour des organismes par rapport à ce qu'ils ont connu, soit lors de l'audit initial et ou même soit lors de l'audit de surveillance. J'ai pris un exemple très simple. Un organisme qui avait un chiffre d'affaires lors de sa demande initiale de moins de 150 000 € a bénéficié d'un audit dit aménagé d'une demi-journée et ou a bénéficié d'un audit d'une journée. Par contre, l'audit de surveillance sur cette configuration, donc moins de 150 000 €, audit initial aménagé, une demi-journée. Audit de surveillance, encore une demi-journée. Et bien déjà, là, je vais pouvoir m'apercevoir que lors de l'audit de renouvellement, il n'y a plus de notion d'aménagement et donc je passerai déjà une journée. Donc, ça va doubler. Et pour peu que cet organisme ait fait preuve d'une excellence commerciale qui lui permette de présenter un BPF au-delà de 150 000 €, il passera donc à ce moment-là même à un jour et demi. Donc, il est vrai que certains vont voir la durée doubler, voire tripler lors de l'audit de renouvellement. C'est ce qui n'avait peut-être pas été appréhendé. Dans tous les cas, c'est ce qui va se passer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si sur l'audit de surveillance, nous ne vous demandons pas une mise à jour de votre BPF. Par contre, il vous sera demandé, bien évidemment, lors de la contractualisation pour l'audit de renouvellement, de nous transmettre un nouveau BPF pour que nous puissions appréhender quel est le périmètre en fait, de votre chiffre d'affaires et voir en quoi celui-ci a évolué et s'il y a lieu de majorer ou de réduire la durée de l'audit selon l'application des textes en vigueur toujours. Lorsque l'on dit qu'il y aura cette possibilité de surchauffe en 2024, une des périodes critiques, et nous le savons, ça va être en fait essentiellement l'été 2024. Puisque Raphaël a travaillé à des projections de nombre d'audités, de nombre de jours d'audit. Eh bien, si la France n'avait pas l'habitude de travailler au mois d'août, je pense qu'il va falloir s'y mettre au moins en 2024 si on veut assurer tous les audits, puisque rien que pour l'ISQ, et nous ne serons pas les seuls, sur les mois de juillet, août et septembre, nous devrions potentiellement être amenés à auditer plus de 800 organismes, je pense. Très bien, eh ben, c'est joyeux tout ça. Et une partie actualité, comme on l'a dit un peu plus haut, l'ISQ change un petit peu. Donc Marc va nous en dire un peu plus sur nos évolutions. Oui, oui, alors c'est vrai qu'après on l'a fait, on l'a fait très courte et en plus le webinaire aussi pour laisser un petit peu de temps aux questions-réponses et on sait qu'il est tard. Ils annoncent même de la neige ici en Bretagne, donc on a déjà eu le verglas hier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à maintenant, eh bien, ceux qui travaillaient avec l'ISQ connaissaient l'ISQ avec bien un certain nombre de prestations, délivrance de la qualification PQCM, ça c'est pour les entreprises de conseil. C'est la qualification qualité pour les organismes de conseil. Il y avait la qualification PQF pour les organismes de formation. On travaille un petit peu sur l'habilitation des CPFFP, qui est donc le certificat professionnel porté par les acteurs de la compétence. Et nous avions également la certification nationale qualité avec Calliope et notre certification Certiform Pro. Alors, tout ceci était géré par l'ISQ. Par contre,
Ce que nous ne pouvons pas faire en tant que certificateur, ce qui nous était interdit, et ce qui est interdit à tout certificateur, c'est que dans une même et unique structure, on assure également des activités de conseil, des activités de formation, des activités d'accompagnement. Alors, bien évidemment, à la qualité, à Calliope, on ne va pas vous accompagner sur comment faire une bonne pizza, ça va de soi. Et donc, par rapport à ça, eh bien, nous avons pris le parti de ne pas nous fermer et puis aussi de répondre positivement aux nombreuses demandes de nos certifiés en disant « tiens, on aimerait bien faire un accompagnement ». Donc, aujourd'hui, l'ISQ, l'association demeure et l'association va conserver quoi de ce côté? La qualification pour le conseil au PQCM, la qualification PQF et l'habilitation des CPFFP. Et l'association a donc créé 2 filiales, ISQ Certification, qui récupère la gestion de la certification nationale qualité Calliope et de Certiform Pro. Et nous avons créé une autre filiale qui s'appelle ISQ Expertise et qui travaillera sur tout ce qui est conseil et accompagnement. Qu'est-ce que ça change pour nos certifiés? Bien, en fait, en termes d'interlocuteurs, rien. En termes de numéro de téléphone, rien. En termes d'adresse mail de contact, rien. En termes d'auditeurs, rien. En termes financiers, rien. Par contre, bien évidemment, nous avons déjà dû demander l'autorisation du COFRAC pour procéder à cette fidélisation que nous avons obtenue. Donc, nous avons ainsi pu maintenir notre accréditation auprès du COFRAC. Après, dès lors que l'on transfère son accréditation, eh bien, là aussi, on a un certain nombre de choses à respecter. Une information des certifiés, la mise à jour d'un certain nombre de documents, dont le certificat. Donc, il est vrai que le certificat sera prochainement mis à jour. Alors, je ne sais pas s'il arrivera sous le sapin ou en janvier, mais en tous les cas, ça doit être dans les tuyaux, bien évidemment. Et puis après, pourquoi est-ce qu'aussi l'ISQ a voulu créer ISQ Expertise? Ce qu'il faut savoir, c'est que la norme donc, sur laquelle nous travaillons et sur laquelle nous sommes accrédités, si elle autorise un certificateur à mettre en œuvre un audit blanc ou un pré-audit avant l'audit initial, cette norme l'interdit dès lors que l'organisme a été certifié. Et il est vrai que les audits blancs ont représenté un chiffre d'affaires relativement conséquent pour l'ISQ et qu'aujourd'hui, eh bien, nous ne pouvions plus assurer d'audit blanc avant l'audit de surveillance, pas plus qu'on ne pourrait le faire avant l'audit de renouvellement. Et donc, il nous est apparu important aussi d'avoir cette possibilité, d'offrir cette possibilité et une nouvelle fois en réponse aux demandes de nos certifiés et pas que, puisque nous savons aussi que des certifiés de d'autres certificateurs nous sollicitent pour ce type de prestations. Très bien, merci Marc pour ces clarifications sur le futur de l'ISQ, je dirais. Et maintenant, les questions-réponses que notre cher Louis a récoltées tout au long de ce webinaire. Tu en as identifié quelques-unes? Il y a eu beaucoup de questions. Alors, on va commencer par une qui est rapide. Est-ce qu'un BPF à 0 signifie la perte de la certification? Non, une non. question à tiroir par Marc, je te laisse répondre concernant le NDA aussi. Ouais, alors en fait, si il y a eu, et on l'avait évoqué dans d'autres webinaires, Raphaël avait même fait une extraction, je crois qu'il y a eu 9000 organismes à peu près qui ont perdu leur NDA au mois d'octobre-novembre. Il y a à peu près 700 certifiés donc, qui se sont retrouvés sans NDA. Non, forcément, ils étaient toujours certifiés, mais pour autant, sans NDA, ils n'étaient plus sur la liste des certifiés. Qu'est-ce qu'il faut garder en lien avec ça? Un organisme qui ne déclare pas son BPF, c'est au mois d'avril, avril. Si le BPF n'est pas déclaré, eh bien, c'est une obligation d'un organisme de formation. Donc ça démontre côté Calliope que vous n'êtes pas à jour de vos obligations réglementaires, mais c'est surtout qu'au mois d'octobre ou novembre, lorsque les DREDS vont mettre en œuvre des campagnes de caducité, tous ceux qui n'ont pas rempli de BPF vont voir leur NDA caduc. Un NDA caduc, est-ce que ça veut dire que je perds ma certification? Non, simplement, ça veut dire que je n'ai plus d'habilitation à prodiguer des formations puisque le NDA est obligatoire et que je ne suis donc plus reconnu comme un organisme de formation. Donc, je ne suis plus sur la liste des organismes de formation certifiés et je ne peux donc plus contractualiser.
que l'ISQ vous suspende ou retire l'assertif, tant que le NDA est caduc, ça n'a aucun impact. Et c'est la, c'est la DGEFP qui va en fait vous retirer de la liste, ce n'est pas le certificateur. Vous avez ensuite matière à réactiver votre NDA, mais ça va être DRETS dépendant. Il ne faut pas le faire au mois de janvier, hein. C'est dès le mois d'octobre, il aurait fallu s'y mettre. Et sinon, je sais qu'aujourd'hui, un certain nombre de DRETS ont imposé à ceux qui avaient oublié de déclarer leur BPF ou ceux qui avaient déclaré un BPF à 0, donc les deux cas se valent, eh bien les DRETS les ont obligés à redéposer une demande en bonne et due forme d'obtention de NDA. Merci Marc. Il y a beaucoup de questions qui s'ajoutent encore. On va rapidement. De quelle manière est défini l'échantillonnage d'apprenants pour l'audit de surveillance? En fait, l'échantillon, ce sont les mêmes règles qui prévalent ou qui prévalaient lors de l'audit initial. Hein. L'échantillon se veut ou se doit être un échantillon représentatif de l'activité de l'organisme de formation. Et il est vrai que nous incitons nos auditeurs à plutôt aller chercher des échantillons sur des actions qui sont plutôt récentes et terminées. Ceci ne s'applique pas à l'ensemble des prestations des certifiés. Pourquoi plutôt récent et pourquoi surtout récent et éventuellement terminé? Plus on va aller chercher des actions récentes, plus l'organisme pourra démontrer quels sont les derniers process et ou derniers documents qui sont utilisés dans la mise en œuvre des processus en place. Voilà, donc et alors, par contre, il est vrai que l'échantillon, ça va être sur une demi-journée, 1 à 2 actions, pas plus. On va avoir du mal à aller au-delà sur une demi-journée et que l'échantillon est normalement réalisé de façon aléatoire, juste à l'issue de la réunion d'ouverture par l'auditeur. Il ne peut pas être fait en amont, interdit par la norme. Question sous-traitance. Alors, elle est un peu floue, mais donc, qu'entendons-nous sous le terme sous-traitant? Un consultant intervenant occasionnellement en OF, avocat ou expert comptable, est-il prestataire ou sous-traitant? Est-ce que le sous-traitant doit avoir obligatoirement un numéro d'agrément de formation? Alors, je pense qu'on n'aura pas le temps de répondre à ça parce qu'en fait, il y a plusieurs réponses en fonction des situations. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura normalement des clarifications apportées par le ministère avant la fin du premier trimestre. En lien avec l'indicateur 27, normalement, les certificateurs vont observer tout ce qui est en fait intervenant extérieur, très souvent. Maintenant, vous avez un statut aussi de formateur. On appelle ça, c'est l'âge hein, qui vient, mais on peut avoir un statut de formateur ponctuel. Enfin, ce n'est pas le bon terme. Il y a également des discussions aujourd'hui qui pourraient imposer aux sous-traitants d'avoir un NDA. Donc, je pense qu'il sera sage d'attendre des évolutions réglementaires et des amendements prévus entre janvier et février pour pouvoir clarifier, sachant que aussi les certificateurs que nous sommes devrions rencontrer le ministère et la DGEFP, normalement, on espère fin janvier pour faire un point d'étape après 3 ans de certification. D'accord. Alors, j'ai une question. Est-ce que tu veux répondre tout de suite sur l'échantillonnage de l'audit de renouvellement ou ce sera abordé dans des webinaires ultérieurs? Non, ce sera l'échantillonnage de renouvellement. Ce sera exactement, sauf à ce qu'on ait des directives différentes, mais ça devra toujours être un échantillon représentatif des activités, plutôt sur des actions récentes et terminées. La seule différence, c'est que les durées vont être longues. Il risque d'avoir un échantillon un peu plus conséquent que lors de l'audit de surveillance. Voilà, mais est-ce que l'auditeur pourrait remonter jusqu'à l'audit de surveillance précédent ou bien jusqu'à l'audit initial précédent? En fait, ça fait écho à un slide que Raphaël a un petit peu passé rapidement. Ce qui est certain, c'est qu'une question, si je n'ai pas… j'avais 2 actions, mon audit initial en VAE. J'ai obtenu la certification. Je n'ai pas remis en œuvre de VAE depuis mon audit initial. Arrive l'audit de surveillance. Est-ce que je vais être audité sur la catégorie d'action VAE? Le ministère a dit oui. Vous devez auditer l'ensemble des catégories. On vous rappelle que c'est un audit de process et qu'au pire, vous pouvez reprendre les 2 actions qui avaient déjà été auditées lors de l'audit initial. Donc, j'imagine que par extension,
on pourrait être amené à reprendre des actions qui auraient été réalisées et ou auditées même sur l'audit de surveillance. En théorie, oui. Très bien. Une question sur les transferts de certification qu'on n'a pas abordé. Comment changer d'organisme certificateur dans un processus Calliope? Mais en fait, c'est prévu par les textes de loi. Si vous souhaitez en changer, eh bien, vous devez solliciter un organisme certificateur qui semble vous convenir mieux que celui que vous avez aujourd'hui. Et c'est ce nouvel organisme certificateur qui devra solliciter votre certificateur actuel pour un transfert d'un certain nombre d'informations. Les informations à transmettre sont précisées par les textes de loi. La durée est précisée par le délai de transfert d'informations est aussi précisé dans les arrêtés du mois de juin 2019, ainsi que le fait que le nouveau certificateur puisse aussi décider de refuser d'accepter votre transfert chez lui. Et que le transfert à l'ISQ est gratuit. Très bien, on a un peu de temps encore. Une question intéressante, l'auditeur peut-il demander à s'entretenir directement avec un stagiaire, un apprenant en cours de formation? Je serais... je suis fort surpris de la pratique. Donc, pour moi, qu'il le fasse, oui, mais dans quel objectif? Est-ce que ça va avoir un impact sur une appréciation, quelle qu'elle soit? Je ne pense pas que ce soit le rôle de l'auditeur. L'auditeur est là pour s'assurer que les process sont mis en œuvre. Après, on ne fait pas non plus l'enquête policière pour savoir si les documents remplis ont bien été remplis par le stagiaire, etc. Je trouve la posture d'auditeur inappropriée si on devait aller sur ce terrain-là. D'accord, merci. Une question pour Raphaël, enfin 2 questions en une du coup. Est-ce une obligation d'utiliser le logo Calliope sur nos supports, documents ou signatures de mail? Et peut-on l'apposer sur la plaquette de l'OF? Alors non, ce n'est pas une obligation, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Cependant, si vous l'utilisez, vous êtes obligé de respecter les règles que l'on a démontrées. Et donc, oui, vous pouvez le mettre sur une plaquette qui présente votre organisme de formation, toutes vos activités. Là-dessus, vous pouvez mettre le logo Calliope sans problème. Ok, j'ai une dernière question. Alors, sur un slide, apparemment, mais c'est passé vite, je n'ai pas vu. Il y aurait écrit audit complet, flèche, réponse de la DGEFP en mai. Est-ce que ça te parle? Oui, je vois très bien la slide. En fait, vu qu'on avait des audits de demi-journée, nous étions rapprochés de la DGEFP pour demander si, au regard d'une durée courte, il était pertinent d'auditer l'ensemble des indicateurs sur une demi-journée. Et ce à quoi la DGEFP a répondu oui, l'audit de surveillance est un audit complet sur l'ensemble des indicateurs applicables à chacune des catégories. Alors, lorsque nous nous retrouvons uniquement en groupement, en co-traitant, sur quoi reposera le renouvellement Calliope? Donc, c'est-à-dire que lorsque nous ne sommes pas mandataires, mais co-traitants dans ce groupement. Je suis pas sûr de bien comprendre la question. Si je vois, parce que j'ai déjà échangé avec un prestataire, ça c'est une réponse en fait c'est à répondre comme ça sans avoir une connaissance du contexte complet est difficile. Il est vrai dans le cadre de la co-traitance, bien il y a un certain nombre d'éléments qui vont être difficilement auditables, comme la communication qui peut ne pas être à la main de l'organisme en question. Et donc ça va être à traiter au cas par cas, mais avec une bonne analyse en amont de la situation de l'organisme. Ok. Une question intéressante encore. Combien de temps conserver les données des formations? 3 ans, point d'interrogation, au regard de ce qui a été dit sur la périodicité de l'audit de renouvellement. En fait, il ne faut pas mélanger les genres. Calliope n'impose aucun délai de conservation de documents. D'accord ? Par contre, vous avez un certain nombre de délais qui sont définis par la loi sur des documents bancaires, des factures, des conventions, etc.
je garde souvenir qu'il m'était fortement conseillé, lorsque je dirigeais des organismes de formation, d'avoir une durée de conservation pour les dossiers de formation de 5 ans, en sachant qu'une convention pouvant être triennale, donc un minimum 3 ans. Mais la durée de conservation du document n'est en rien liée avec la durée de la certification Calliope. Ne mélangeons pas en fait Calliope avec les obligations ou les obligations de conservation de documents. Merci. Je crois que nous avons fait le tour. Combien de temps qu'on a? Ok. Bah, écoutez, on a fait le tour des questions pour l'instant. Parfait. Donc, alors déjà, moi, je tiens bien sûr à remercier Louis, puisque maintenant, apparemment, on organise nos webinaires. On organise nos webinaires lorsque Benjamin est en congé ou a une obligation. Pour donc la partie technique, bien sûr, moi, ravi toujours d'être avec Raphaël pour vous accompagner, vous informer. Remercier tous ceux qui nous ont suivis en direct ou qui nous suivent en replay, bien évidemment. Pour tous ces webinaires passés ensemble. On va communiquer très prochainement, je pense, le calendrier de nos webinaires du premier semestre 2023. On va essayer une nouvelle fois de travailler à la mise en œuvre et à l'invitation de quelques invités. Par contre, ce que nous avons pu observer, c'est que lorsqu'on a un invité, et surtout lorsqu'on a des avocats, mélanger Calliope et la thématique d'un conseil n'est pas forcément une bonne idée en termes de timing. Donc, peut-être que, en tous les cas, nous réfléchissons à avoir peut-être 2 webinaires par mois, un qui pourrait être thématique et un qui pourrait être beaucoup plus Calliope ou Calliopesque. Et pour nous et l'équipe aussi, bien… de vous souhaiter une très bonne fin d'année. Nous sommes déjà le 13 décembre. Donc, bonne fin d'année, belle fête de fin d'année. Et gardez à l'esprit que les équipes de l'ISQ, malgré cette évolution structurelle, restent toujours disponibles au même numéro de téléphone, à la même adresse mail. Et n'hésitez pas à nous solliciter. Nous sommes là pour répondre aussi à vos questions. Nous savons que c'est une des caractéristiques qui est appréciée par nos certifiés, à savoir notre disponibilité, même si elle n'est pas toujours instantanée. Belle fin d'année, belle poursuite. On se retrouvera en 2023. Merci beaucoup. Au revoir à tous.